Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je suis très heureuse de vous y accueillir pour vous raconter aujourd'hui un cas hors du commun qui nous mène directement dans la banlieue tranquille de Buffalo en 2019, là où un simple décès familial a permis de révéler un secret aussi glaçant qu'inattendu. Si mon travail vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures enquêtes. L'histoire débute donc à l'extrémité ouest de l'État de New York, dans un quartier discret où tout le monde se connaît. C'est un secteur où les maisons sont construites sur de larges terrains, bordés de jardins entretenus avec soin et de clôtures blanches. Les voisins ont l'habitude d'organiser de petits événements tout au long de l'année, comme des barbecues collectifs et des goûters pour les enfants. On y croise des familles de tout âge, des retraités installés de longue date, des couples de trentenaires venus profiter de l'ambiance paisible, mais aussi quelques personnes plus solitaires qui préfèrent cultiver leur intimité à l'abri des regards. Dans ce décor plutôt ordinaire, personne ne se doutait que la mort d'un homme d'apparence respectable, un fabricant de meubles local, allait secouer le voisinage et lever le voile sur une vérité que tous auraient préféré ignorer. La personne décédée, Richard Hall, avait 56 ans. Il était connu dans le quartier pour son atelier artisanal, où il confectionnait des tables et des chaises élégantes, vendues à quelques magasins indépendants de la région. Les voisins qu'il croisait tous les matins décrivaient un homme poli et serviable, certes réservé, mais qui ne manquait jamais de saluer ou de rendre un service ponctuel si on le sollicitait. Il portait la plupart du temps des chemises en coton et des jeans tachés de sciure, marquant de fait qu'il était souvent plongé dans son travail. Il laissait donc l'image d'une personne discrète, quoique gentille, et nul ne se serait douté que, derrière ses gestes affables, il pouvait exister un univers bien plus sombre. Lorsque Richard décéda, ce fut sa fille, Jennifer Hall, âgée de 24 ans, qui hérita de la maison familiale. Elle s'était éloignée du cocon parental quelques années plus tôt pour des raisons qu'elle préférait ne pas trop exposer en public. Les gens du voisinage savaient simplement que la relation entre Richard et sa fille s'était distendue, qu'ils n'échangeaient plus que rarement. Il subsistait un profond mystère autour de cette tension familiale. Jennifer, que tout le monde appelait simplement Jenny, était une jeune femme de taille moyenne, mince, aux cheveux châtain clair et aux yeux noisettes. Son style vestimentaire était plutôt simple. Pull, t-shirt et jeans, comme si elle cherchait à se fondre dans la masse. De prime abord, elle n'attirait pas l'attention. Son regard plus mélancolique ou ses rares sourires trahissaient pourtant une grande sensibilité qu'elle n'osait pas dévoiler. Quand elle revint à Buffalo afin de régler la succession, elle n'avait aucune idée de l'ouragan qui l'attendait. Durant sa jeunesse, Jenny avait aimé passer du temps dans l'atelier de son père. Elle l'observait scier, poncer, assembler les pièces de bois avec une précision presque scientifique. Elle se souvenait également des moments où Richard la laissait essayer de clouer quelques planches pour l'amuser, tout en lui expliquant les rudiments du bricolage. Ce lien parent-enfant, autrefois privilégié, s'était brisé après un incident familial tenu secret. Ni Jenny ni Richard ne s'étendaient vraiment sur ce qui s'était passé, et la jeune femme préférait à présent garder ses distances. Pourtant, en venant hériter de la maison, elle était bien obligée de s'y installer provisoirement, ou du moins d'y passer du temps pour faire l'inventaire des biens. La maison n'était pas très grande. Une cuisine modeste, un salon décoré de meubles qu'il avait lui-même fabriqués, un étage avec quelques chambres, un grenier et un sous-sol spacieux où Richard entreposait ses outils. À première vue, tout semblait correspondre à ce qu'elle avait toujours connu. Peu après les funérailles, Jenny, accompagnée de sa meilleure amie, Emily Ward, débuta un tri minutieux des affaires personnelles de Richard pour décider de ce qui devait être conservé, vendu ou donné.
Emily était âgée de 29 ans. Elle avait de longs cheveux noirs qu'elle portait souvent en chignon ou en queue de cheval, ce qui mettait en valeur son visage expressif. Cette amie se révélait être une aide précieuse, tant par sa détermination que par sa franchise. C'était elle qui, il y a quelques années, avait épaulé Jenny lorsqu'elle s'était éloignée de Buffalo et qui maintenait un contact régulier, quand plus personne ne semblait prendre des nouvelles. Leur complicité, tissée durant l'adolescence, s'était renforcée avec le temps, faisant d'Emily une confidente indispensable pour Jenny. Au premier regard, en fouillant les pièces du rez-de-chaussée, rien ne semblait particulièrement intrigant. Tout était à peu près en ordre, si l'on exceptait la poussière accumulée depuis des mois et quelques toiles d'araignées dans les coins. Mais le sous-sol, lui, dévoilait un amoncellement de caisses, de planches, de vieux meubles défraîchis, tous recouverts de bâches. Jenny ne se rappelait pas qu'il y eut tant d'objets par le passé, sans doute parce qu'elle n'avait plus mis les pieds dans la cave depuis longtemps. Les deux jeunes femmes entreprirent alors d'inspecter chaque carton, chaque espace, afin de déterminer ce qui devait être jeté ou conservé. Elles tombèrent, entre autres, sur d'anciennes factures, des cahiers de conception de meubles et plusieurs boîtes contenant des pièces détachées. Malgré l'épaisseur de la poussière, rien ne laissait présager quelque mystère. C'est pourtant lors de cet énième tri, alors qu'elle décidait de déplacer une vieille étagère branlante, qu'un détail retint leur attention. Derrière cette étagère se dessinait la silhouette d'une porte, comme si la cloison de ciment ne s'arrêtait pas là où on l'aurait cru. La présence d'une porte dans ce sous-sol n'était pas un souvenir que Jenny conservait. Pourtant, elle connaissait plutôt bien la disposition de la maison. Emily lui demanda si son père lui avait déjà parlé d'une pièce secrète ou d'un espace de rangement caché. Jenny, incrédule, répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Il s'agissait d'une porte peinte de la même couleur grise que les murs, si bien qu'elle s'intégrait à l'ensemble de la cave. Le tour de la porte était soigneusement collé, comme s'il avait été scellé pour empêcher quiconque de deviner qu'il y avait un accès supplémentaire. Après avoir fait basculer l'étagère, elles constatèrent que le verrou semblait légèrement rouillé, mais toujours fonctionnel. Emily eut un frisson en voyant cet accès inconnu. L'atmosphère était immédiatement devenue plus lourde, comme si l'air s'était chargé d'une tension électrique. Jenny, bien que terrifiée par cette trouvaille, fut animée par la curiosité de comprendre ce que son père pouvait cacher dans cet endroit. Les deux amies décidèrent alors de se munir d'une lampe de poche et de forcer la porte. En tirant et en poussant avec toute leur force, elles parvinrent enfin à l'ouvrir dans un grincement sinistre. Le couloir qui s'offrit à leurs yeux était sombre, très étroit, et sentait le renfermer. Elles progressèrent avec précaution sur quelques mètres avant de déboucher dans une pièce de taille moyenne, totalement isolée de l'extérieur. Au plafond, une unique ampoule pendait à un fil, associé à un interrupteur rudimentaire. Lorsque Jenny enclencha l'interrupteur, la lumière faiblarde révéla un spectacle très troublant. Le sol était couvert d'archives, des coupures de journaux mises sous plastique, des feuilles volantes, des chemises remplies de notes manuscrites. Au mur étaient accrochées des photos de visages inconnus et, au centre de la pièce, trônait une grande table métallique sur laquelle reposaient d'autres documents. Comme si cela ne suffisait pas, dans un recoin de la pièce, plusieurs boîtes transparentes conservaient des objets personnels, colliers, porte-clés, bijoux, parfois tachés d'une substance indéterminée. On voyait parfois des inscriptions faites à la main, comme une date, un lieu et un nom. L'ensemble donnait l'impression d'un musée macabre, consacré à des individus dont on ne savait rien. Une atmosphère de malaise intense gagna Jenny et Emily. La première laissa échapper un cri étouffé, alors que la seconde s'avança d'un pas tremblant pour examiner de plus près certaines photographies punaisées
sur un panneau de liège. Les dates sur les coupures de presse allaient de l'année 2005 à 2018, voire au-delà. Toutes concernaient des disparitions non résolues dans la région de Buffalo, quelques-unes dans l'État de New York plus largement, d'autres même dans des zones plus éloignées du pays. Le constat était terrifiant. Richard Hall collectionnait des informations sur un nombre stupéfiant de personnes disparues. Jenny, l'esprit chamboulé, se posait 1000 questions. Était-il possible que son père eût mené une sorte d'enquête parallèle? Était-il un collecteur macabre, fasciné par ces affaires de personnes disparues? Ou, pire encore, était-il directement impliqué? Emily, plus déterminée, proposa d'examiner en détail les dates et les noms figurant sur les photos. C'est alors que Jenny reconnut brusquement le visage d'un ancien camarade de lycée, disparu après la fin de leurs études. Personne dans le quartier n'avait su où ce garçon était parti, ni pourquoi il avait coupé contact. Jenny avait mis sa disparition sur le compte d'un déménagement ou d'un projet de vie quelconque. Mais, devant cette photo punaisée au mur, annotée de lignes tracées par son père, elle ressentit un choc terrible. Pourquoi Richard suivait-il l'affaire de cette personne? Pourquoi conservait-il autant de détails à son sujet, alors que nul dans la famille ne l'évoquait jamais? Tremblante, Jenny examina quelques dossiers, cherchant le moindre indice permettant de comprendre ce qui se cachait derrière cette sinistre collection. Emily, quant à elle, ouvrait l'une des boîtes transparentes, portant une étiquette marquée d'un nom qu'elle ne connaissait pas, suivie d'une date indiquant l'année 2012. À l'intérieur se trouvait un bracelet cassé, un petit pendentif et une note manuscrite. Malheureusement, la note était illisible par endroits, mais on y distinguait quelques mots parlant d'un incident dramatique. Ce qu'elles virent ensuite eut l'effet d'une décharge électrique. Dans une autre boîte, on trouvait des fragments de journaux trempés de sang séché. La révélation devint subitement plus macabre. Il ne s'agissait pas d'une simple passion pour le fait divers. Quelque chose de beaucoup plus grave se tramait entre ces murs. Jenny voulut vérifier si son père avait dissimulé d'autres secrets dans la maison. Mais, avant d'aller plus loin, Emily la raisonna, lui conseillant d'appeler la police. Étant donné la teneur des documents qu'elle venait de découvrir, il s'agissait vraisemblablement de pièces à conviction d'une affaire criminelle. Hésitante, Jenny composa tout de même le numéro d'urgence. Lorsque les autorités arrivèrent sur place, plusieurs enquêteurs prirent aussitôt la mesure de la situation. Il n'était plus question d'un simple décès d'un homme discret, mais d'une découverte potentielle d'indices reliés à de multiples disparitions. L'un des agents proposa de sceller rapidement la scène pour conserver l'intégrité des pièces. Toutefois, face à la dimension de ce qu'elles avaient mis au jour, il fallait que des détectives spécialisés et des techniciens de la police scientifique viennent inspecter chaque recoin. Ce sont donc 2 enquêteurs chevronnés, la chef d'enquête et son coéquipier, qui se présentèrent quelques heures plus tard. Ils ne donnèrent pas leur nom, se contentant d'indiquer qu'ils appartenaient à la brigade spécialisée dans les crimes violents et les personnes disparues. Elle était d'âge moyen, très concentrée, portant un regard perçant derrière ses lunettes rectangulaires. Lui paraissait plus jeune, mais montrait déjà une expérience notable dans ses remarques et ses gestes, sortant immédiatement un appareil photo pour documenter la pièce. La chef d'enquête s'entretenait avec Jenny et Emily afin de comprendre le contexte de la découverte. Elle se montra compatissante envers Jenny, qui tentait de contenir un flot d'émotions conflictuelles. La tristesse de la perte de son père, la peur de se confronter à un éventuel monstre, la confusion de ne rien comprendre à la vie secrète de Richard. Le sous-sol fut immédiatement bouclé. Les techniciens de la police scientifique enfilèrent des combinaisons de protection afin de collecter des traces biologiques, des empreintes digitales et, surtout, d'isoler la moindre parcelle de sang potentiellement exploitable pour les analyses ADN.
D'après un premier examen, certains objets portaient des taches brunâtres, vraisemblablement anciennes, tandis que d'autres, plus récentes, semblaient mélanger cette posture à d'autres traces. Les enquêteurs prélèveraient des échantillons sur chaque pièce retrouvée. Une fois toute la scène répertoriée, les preuves seraient envoyées au laboratoire pour identifier l'origine du sang et comparer l'ADN avec celui de personnes figurant dans des bases de données. Dans les jours qui suivirent, la maison fut transformée en véritable ruche. Enquêteurs, spécialistes, officiels du médecin légiste et forces de l'ordre se succédaient, chacun chargé d'une mission précise. Jenny et Emily durent répondre à une multitude de questions. Quand avaient-elles pour la dernière fois parlé à Richard? Connaissaient-elles la moindre information sur ses relations, ses activités, ses habitudes? Quelque chose pouvait-il expliquer qu'il se soit intéressé de près à des affaires de disparition? Jenny restait bloquée sur la même réponse. Elle n'avait plus beaucoup de contact avec son père. Elle savait seulement qu'il se rendait régulièrement en dehors de Buffalo, prétendant avoir des projets de menuiserie à terminer sur une propriété familiale située dans le Vermont. Elle ignorait tout de ce qu'il pouvait y faire. Emily, de son côté, assura qu'elle n'avait jamais eu vent de la moindre obsession de Richard pour ce genre de dossier criminel. La chef d'enquête, d'abord sceptique, crut finalement à leur bonne foi. Elle semblait découvrir le secret avec autant de sidération que n'importe qui. De plus, Emily ne faisait pas partie de la famille proche de Richard et n'avait aucun intérêt personnel dans ce qui se passait. On obtint tout de même d'elle une liste de noms. La mère de Jenny, qui était partie après une rupture douloureuse, quelques cousins lointains que Jenny n'avait pas revus depuis des années, et quelques anciens collègues de Richard dans la menuiserie locale. Tous allaient être contactés pour enquête. Les officiers voulaient comprendre si quelqu'un, dans l'entourage de Richard, aurait pu l'initier à cette frénésie de disparition, ou au contraire l'aider à commettre l'irréparable. Rapidement, on se demanda aussi si Richard était un suspect principal dans ces mystérieuses disparitions, ou s'il pouvait être lui-même victime d'une machination. Après tout, les preuves, si troublantes soient-elles, n'avaient-ils pas encore révélé la place réelle de Richard dans cette sinistre affaire? Les jours passèrent, et la police scientifique avança dans ses analyses. Certaines traces de sang trouvées dans la pièce secrète appartenaient assurément à plusieurs individus. On nota des correspondances avec 2 ou 3 cas de personnes portées disparues dans la base de données criminelles de l'État. À la stupéfaction générale, on détecta aussi un profil ADN correspondant à Richard Hall lui-même. Cela suggérait clairement qu'il y avait eu un échange violent, ou du moins un contact physique entre Richard et ses victimes. Était-ce un combat? Un meurtre? Une séquestration qui aurait mal tourné? Personne n'osait se prononcer encore, mais l'effet de surprise fut total pour Jenny, déchirée entre l'image d'un père qu'elle avait autrefois idolâtré et les preuves sanglantes qui s'accumulaient. Les enquêteurs firent de la découverte d'un autre indice, une note manuscrite qui semblait dater des derniers mois de la vie de Richard. On y lisait des phrases confuses, faisant allusion à une chape de plomb et à la nécessité de tout arrêter. Certains mots, raturés, suggéraient la crainte d'une vengeance ou d'une dénonciation. Ils savent que je... Puis un trait de stylo rendait la suite illisible. Cette découverte poussa les enquêteurs à suspecter l'existence d'un complice, voire d'un groupe. Ils se mirent à examiner la vie sociale de Richard, tout en épluchant ses comptes bancaires et téléphoniques afin d'identifier des correspondances inhabituelles. L'un des premiers résultats notables de ces fouilles fut l'existence de dépenses régulières pour un chalet isolé dans le Vermont, dont Jenny avait vaguement entendu parler. Apparemment, Richard s'y rendait plusieurs fois par an, prétendant y faire des travaux de menuiserie ou de réparation. Depuis Buffalo, il fallait plusieurs heures de route pour rejoindre cet endroit reculé, niché dans une petite région montagneuse.
Certains habitants de la zone, interrogés, firent mention de touristes qui avaient disparu au fil des années dans les forêts environnantes, sans que personne ne sache si c'était dû à des accidents ou à des actes criminels. Les disparitions restaient pour la plupart non élucidées, faute d'indices concrets. Dans le but de faire avancer l'enquête, la chef d'enquête décida d'envoyer une équipe dans le Vermont afin d'inspecter ce chalet. L'objectif était de déterminer si Richard y avait installé une autre cache similaire, ou s'il y dissimulait des objets compromettants. Jenny, pour sa part, se sentit incapable d'y aller elle-même, trop dévastée par les événements. Emily, toutefois, proposa son aide et accompagna la police pour prêter main forte en tant que simple soutien moral ou éventuel intermédiaire si des habitants du secteur refusaient de coopérer. En quittant Buffalo pour ce voyage, elle avait dans la tête une infinité de scénarios. Richard Hall, tueur en série, Richard Hall, complice forcé, Richard Hall, lanceur d'alerte. Elle n'arrivait pas à imaginer clairement lequel de ces rôles il avait pu jouer. Sur place, le chalet était un bâtiment rustique d'un étage, en bois, situé à l'orée d'une forêt dense. Il n'y avait pratiquement pas de voisins proches, seulement un sentier de randonnée qui passait un peu plus loin et quelques maisons clairsemées à plusieurs kilomètres. À l'intérieur, tout était spartiate. Un vieux lit, une table, une cheminée, une salle d'eau rudimentaire. À première vue, on ne découvrit rien de suspect. Cependant, en observant les planches du plancher, Émilie remarqua un espace légèrement surélevé près de la porte arrière, comme si le sol avait été rafistolé. Les enquêteurs dévissèrent au choix les planches et trouvèrent un espace vide, ressemblant à un compartiment secret. Dans ce renfoncement, on mit la main sur un sac plastique bien fermé, contenant des objets personnels semblables à ceux découverts dans la pièce secrète de Buffalo. Un carnet de notes, quelques photos et ce qui ressemblait à un couteau de chasse. De nouveau, des traces brunes semblaient imprégner la lame. L'équipe rassembla ces pièces pour les envoyer en analyse. Les doutes se renforçaient sur le rôle actif de Richard dans la disparition de ces gens. Pourtant, certains détails semaient la confusion. Des passages du carnet énuméraient des dates et des descriptions physiques de plusieurs individus. On y lisait, par exemple, cheveux bruns, petite taille, arrivé en novembre, aperçu au café local. Puis, on trouvait des commentaires tels que « plus de nouvelles depuis la semaine dernière » ou « suspicion sur un homme en chemise verte ». Cela ne ressemblait pas exactement aux notes d'un prédateur. C'était plutôt comme un suivi, une enquête personnelle. Parfois, le carnet mentionnait l'intervention de la police locale du Vermont, parfois l'apparition d'articles de presse à propos d'un énième randonneur introuvable. On aurait dit que Richard collectait des indices, voire suspectait quelqu'un. Mais qui? Pourquoi ces objets macabres dans son sous-sol? Avait-il basculé lui-même dans l'horreur, ou tentait-il de confondre un criminel dont il connaissait l'existence? De retour à Buffalo, Emily fit part de ses découvertes à Jenny. Cette dernière s'étonna de ces contradictions. D'un côté, des preuves presque accablantes de l'implication de Richard dans des affaires criminelles, de l'autre, des éléments qui suggéraient une démarche d'enquêteur. Ce double visage rendait la situation plus angoissante encore. Dans un élan de colère mêlé de chagrin, Jenny jeta un coup d'œil aux anciennes photos de famille. Elle tomba sur un cliché d'elle enfant, en présence de son père, souriant, à une époque où ils semblaient unis. Elle ne parvenait pas à concilier l'image de cet homme aimant avec celle d'un individu potentiellement capable de torturer ou de tuer. Lorsque la chef d'enquête fut avertie de ces nuances, elle ordonna une relecture méticuleuse de tous les dossiers retrouvés dans la cache du sous-sol. Certains indiquaient clairement des pistes menant vers d'autres suspects, comme si Richard cherchait à incriminer des personnes dans plusieurs disparitions. Mais la question demeurait, pourquoi gardait-il ces objets ensanglantés? S'agissait-il de trophées macabres ou de preuves qu'il voulait remettre un jour aux autorités?
On découvrit également un enregistrement audio sur un vieux dictaphone trouvé au fond d'une caisse. La voix de Richard y exprimait son tourment, affirmant qu'il n'en pouvait plus de taire la vérité. Il parlait d'une menace planant sur sa vie et du fait qu'il voulait se racheter avant qu'il ne soit trop tard. Plus troublant encore, dans cet enregistrement, il s'adressait à quelqu'un dont le nom avait été volontairement effacé. Une simple phrase restait audible. « Tu m'as fait faire des choses que je regrette aujourd'hui. » Le ton était teinté de peur et de remords. Devant la complexité de l'affaire, un procureur fut désigné pour coordonner les recherches. Son rôle consistait à définir la stratégie d'enquête et à préparer un dossier solide si des inculpations devaient être prononcées. Parallèlement, un avocat commença à travailler en lien avec la famille, représentant plus particulièrement les intérêts de Jenny, qui risquaient d'être impactés, notamment si la maison était considérée comme le lieu de crime. Jenny collabora comme elle le pouvait, livrant ce qu'elle savait de l'état mental de son père, de sa tendance au repli sur soi depuis quelques années. Elle mentionna la rupture avec sa mère, qui avait été particulièrement houleuse, affirmant toutefois ne jamais avoir entendu parler de violence physique. Concernant les autres proches, les enquêteurs n'apprirent pas grand-chose de plus, chacun ayant l'air d'ignorer le côté secret de Richard. Au fil de l'enquête, les soupçons se portèrent sur plusieurs individus qui purent être liés à Richard Hall. En effet, on identifia dans ses relevés téléphoniques des appels à répétition vers un numéro inconnu de Jenny ou d'Emily. Il s'avéra que ce numéro appartenait à un homme qui résidait dans un autre État. Cette personne, interrogée, reconnut avoir connu Richard au travers d'une affaire de vente de mobilier, mais nia catégoriquement être mêlé à quoi que ce soit d'illégal. Les enquêteurs, méfiants, creusèrent davantage son profil, découvrant que cet homme était déjà suspecté dans le passé pour harcèlement. On le plaça sous surveillance, sans toutefois disposer de preuves suffisantes pour l'arrêter. On s'intéressa aussi à un ancien collaborateur de Richard, un menuisier avec qui il avait géré quelques contrats dans le Vermont. On l'interrogea à son atelier. Celui-ci expliqua qu'il considérait Richard comme un homme compétent, quoique distant, et dit ignorer tout ce qui se passait dans sa vie privée. Il avoua avoir remarqué chez Richard un comportement plus anxieux au fil des mois, comme s'il se sentait traqué. Il prétendit toutefois que, s'il avait remarqué des choses louches, il n'en avait jamais parlé aux autorités, n'ayant aucune preuve concrète. Il fit mention cependant d'une dispute qu'il aurait entendue un jour, dans l'atelier, entre Richard et un autre individu. Il n'avait pas reconnu la voix de l'inconnu, mais soutenait que Richard était très agité. Cet épisode devint un indice potentiel, prouvant que Richard avait peut-être tenté de se libérer d'une emprise exercée par quelqu'un d'autre. C'est alors qu'un prélèvement d'ADN prélevé dans la cachette du sous-sol revint du laboratoire avec un résultat positif sur l'un des disparus les plus recherchés de la région. La police locale de Buffalo, qui avait mené une enquête infructueuse sur cette disparition pendant plusieurs années, se mit en relation directe avec la chef d'enquête. Ce disparu était un jeune homme apprécié dans la communauté, porté manquant depuis 2015, sans que personne n'explique son évanouissement. L'ADN confirmait qu'il était bel et bien entré en contact avec Richard, ou la pièce secrète. Le procureur estima que c'était suffisant pour engager des poursuites posthumes à l'encontre de Richard, en considérant la maison comme la scène d'un crime, voire de plusieurs. Cependant, le dossier restait bancal, car on ne savait toujours pas si Richard était le principal coupable ou s'il était manipulé. La population de Buffalo, lorsque la nouvelle de la découverte du sous-sol macabre fuita dans les médias, se retrouva plongée dans la peur. Comment un voisin jusque-là inoffensif pouvait-il être au cœur d'une affaire aussi sordide? Les familles de personnes disparues, au contraire, commencèrent à nourrir l'espoir que la vérité éclate enfin. Des reportages évoquèrent Richard comme un possible meurtrier en série, d'autres comme un complice soumis. Les réseaux sociaux s'enflammèrent,
et certains habitants organisèrent des veillées en hommage aux disparus. Jenny, de son côté, subissait les regards accusateurs de la communauté, persuadée qu'elle était au courant des agissements de son père ou qu'elle cherchait à minimiser l'horreur qu'il avait commise. Elle se retrouva isolée, ne sachant plus à qui se confier en dehors d'Emily. Son seul refuge moral était la curiosité irrépressible qui la poussait à vouloir comprendre ce qui s'était réellement passé. Petit à petit, l'affaire prit un tournant judiciaire. Le procureur décida d'ouvrir officiellement une instruction, même si le principal suspect, Richard Hall, était décédé. Il envisageait la possibilité d'inculper d'autres complices s'ils étaient identifiés. On entendit alors, dans le cadre des auditions, de nombreux témoins, d'anciens amis de Richard, d'anciens voisins, d'anciens collègues, des propriétaires de magasins où il vendait ses meubles, etc. On vérifia si, durant la période des disparitions, Richard s'était trouvé physiquement dans la même zone que les victimes. Des vérifications effectuées à la fois dans l'atelier de menuiserie, dans la maison de Buffalo et au chalet du Vermont révélèrent des incohérences. Par exemple, des livres de comptes indiquaient la présence de Richard à Buffalo, à des dates où des témoins disaient l'avoir vu dans le Vermont. On soupçonna un faux alibi ou un usage frauduleux des factures pour cacher la réalité de ces déplacements. Lorsque l'instruction fut suffisamment avancée, un juge d'instruction organisa des audiences préliminaires. Des avocats furent donc commis d'office pour représenter les éventuels complices. Jenny, malgré elle, fut citée comme témoin clé pour décrire l'évolution de Richard et les quelques rares échanges qu'ils avaient eus sur la période concernée. Elle raconta en détail la dépression apparente de son père, ses insomnies, ses absences répétées. Elle ne put cependant pas apporter de preuves concrètes d'un réseau criminel. Elle répéta également que la pièce secrète l'avait stupéfiée au plus haut point, qu'elle n'en soupçonnait pas l'existence. Sa déclaration suscita des réactions d'empathie et de scepticisme mêlés, car certains parents de victimes étaient persuadés qu'elle taisait des détails. Comme il n'y avait pas d'accusé vivant à mettre en examen et que l'identité du potentiel complice restait floue, le juge décida d'organiser une audience publique pour donner la parole aux familles, aux enquêteurs et aux experts, dans le but de faire le point sur les preuves disponibles et déterminer la suite à donner. Dans la salle d'audience, l'ambiance fut lourde. Sur l'un des bancs, des proches de disparus attendaient des réponses, certains en larmes, espérant que l'ouverture de la pièce secrète de Richard Hall leur apporterait enfin la vérité. Sur un autre banc, des gens défendant la mémoire de Richard, arguant que cet homme n'aurait jamais pu commettre de tels actes, questionnaient la légitimité des preuves. Le procureur prit la parole pour exposer la chronologie des découvertes, détaillant la cache de Buffalo, le compartiment secret du chalet, l'ADN, les notes et coupures de presse, l'enregistrement audio. Les experts légistes expliquèrent que plusieurs victimes présumées pouvaient être reliées à Richard, ne serait-ce que par la présence de leur sang ou d'objets leur appartenant. D'autres éléments semblaient pointer vers un ou plusieurs complices, et ils n'excluaient pas que Richard lui-même ait été agressé ou menacé. Les conclusions, bien que fragmentaires, laissaient entrevoir un scénario complexe. Possiblement, Richard avait participé à des enlèvements ou des meurtres, mais essayait en fin de compte de rassembler assez de preuves pour confondre celui ou ceux qui l'avaient mis en cause, peut-être dans le but de se libérer. Le tribunal ne pouvant prononcer de condamnation contre un défunt, en vint à la perspective d'ordonner des investigations complémentaires. Il souhaitait également déterminer si les autorités locales du Vermont ne détenaient pas plus d'informations sur certains événements passés dans la forêt proche du chalet. Au terme de ces audiences, un constat s'imposa. Aucun coupable vivant n'avait été clairement identifié, et il subsistait de nombreuses zones d'ombre. Cependant, sur le plan judiciaire, le juge prononça la réouverture formelle de plusieurs dossiers de disparition
grâce aux preuves retrouvées chez Richard Hall. Il estima que cet homme était sans doute impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans des faits criminels. Le juge recommanda de poursuivre les analyses en profondeur. Les familles obtinrent la promesse que le bureau du procureur veillerait à ce que ces affaires ne retombent pas dans l'oubli. Dans les mois qui suivirent, l'agitation autour du dossier diminua peu à peu, car l'absence d'un suspect concret empêchait un procès traditionnel avec un accusé dans le box. Des enquêteurs spécialisés continuèrent néanmoins leurs recherches en coulisses, dans l'espoir de trouver un nom, un visage à poursuivre. Pour Jenny Hall, la vie bascula définitivement. La maison de Buffalo, théâtre d'une découverte funeste, se révéla invendable à court terme tant que l'enquête n'était pas close. On lui conseilla de la garder sous scellé ou au moins de la laisser inoccupée. Elle envisagea de partir loin de l'État, car rester dans ce quartier la mettait mal à l'aise. Emily l'accompagna dans cette période difficile, l'encourageant à consulter un psychologue pour gérer la culpabilité et la confusion. Certaines personnes du voisinage ne se montraient qu'entre-guerre compatissantes, répétant que Jenny était la fille d'un monstre, comme si elle portait en elle les péchés de son père. Mais d'autres, plus empathiques, lui adressèrent discrètement leur soutien, lui rappelant que, quoi qu'il en fût, elle n'était pas responsable de ce qu'un parent pouvait commettre. À mesure qu'elle tentait de se reconstruire, Jenny s'imprégna de l'idée que son père pouvait avoir sombré psychologiquement, manipulé par un individu ou un groupe criminel, avant de tenter de s'en extirper. Les pages du carnet, l'enregistrement et certaines notes bancales semblaient pencher en ce sens. Cependant, elle fut hantée par l'idée qu'il ait pu, lui-même, s'adonner au mal avec plus ou moins d'enthousiasme. Les nuits de Jenny étaient marquées par des cauchemars, peuplés des images des boîtes transparentes, des photos punaisées, du sang incrusté et de ces mots de colère inscrits sur des bouts de papier. Elle se sentait prisonnière des ombres de cette histoire, comme si l'héritage de son père ne s'arrêtait pas à la maison, mais incluait aussi cette noirceur indicible. La presse, après plusieurs semaines de frénésie, se lassa peu à peu du sujet. On ne laissa plus filtrer que quelques informations sur l'avancée des analyses ADN ou sur les rumeurs d'éventuelles connexions dans d'autres États. L'attention se porte sur un nouveau fait divers, reléguant le mystère de Richard Hall au rang de crime non résolu parmi tant d'autres. Pourtant, pour les proches des disparus, rien n'avait changé. L'espoir était retombé et il n'y avait aucune certitude sur l'issue de cette affaire. Certains venaient parfois déposer des fleurs devant la maison de Buffalo, en hommage symbolique à ceux que l'on ne reverrait probablement jamais. D'autres, en colère, taguaient le trottoir d'inscriptions vindicatives, réclamant justice. Tout cela témoignait de l'incompréhension et de l'angoisse persistante. Des mois plus tard, une découverte fortuite fit ressurgir l'affaire dans la sphère publique. Un pêcheur, dans un lac isolé du Vermont, tomba sur des ossements humains en amenant sa barque près d'une rive escarpée. L'expertise médico-légale révéla que ces restes appartenaient à un homme disparu quelques années plus tôt, dont le portrait figurait dans la macabre collection de Richard Hall. Les enquêteurs, informés, se ruèrent sur place, cherchant des indices prouvant que Richard avait pu fréquenter ce lac. Les registres d'autorisation de pêche, toutefois, ne révélèrent rien de probant. Encore une fois, tout laissait penser que l'affaire impliquait potentiellement un autre individu. Certains y voyaient aussi la main d'un complice resté dans l'ombre. Emily, qui continuait à soutenir Jenny, la poussa à s'exprimer publiquement, à dire sa vérité, espérant qu'elle serait entendue. Jenny accepta d'accorder une interview à un média local pour expliquer sa situation et plaider l'ignorance totale des actes imputés à son père. Dans cet entretien, elle parut profondément blessée et sincère, racontant son enfance heureuse jusqu'à l'adolescence, puis la fracture familiale irrémédiable. Elle souligna qu'elle avait elle-même découvert la pièce secrète,
qu'elle n'avait fait que la révéler à la police et qu'il était injuste de l'accuser d'avoir couvert un crime. Ce témoignage émut une partie de l'opinion publique, qui cessa de la voir comme la fille d'un monstre et commença à la percevoir plutôt comme une victime collatérale de cette tragédie. Toutefois, des voix plus critiques rétorquèrent qu'il était trop facile de tout ignorer, que certains signes auraient dû lui sauter aux yeux. Cette défiance blessa Jenny, mais elle réalisa que le chemin vers la réhabilitation serait long. Pendant ce temps, l'enquêtrice principale refusa d'abandonner la piste du complice. Les téléphones, courriels, relevés bancaires de Richard continuèrent à être passés au crible. On s'efforçait de repérer tous ses déplacements sur les dernières années. La découverte d'un email crypté envoya la police sur une fausse piste durant plusieurs semaines, l'amenant à interroger un individu ayant eu des contacts louches avec Richard. Finalement, ce dernier fut relâché, car son alibi pour chaque disparition s'avéra bétonné. Plusieurs pistes aboutirent à des culs-de-sac, ce qui démoralisa les enquêteurs. Le procureur, quant à lui, confirma lors d'un point presse que, sans suspect vivant à inculper, il était difficile d'envisager un procès. On se dirigeait plutôt vers une compilation de preuves permettant de clore certains cas de disparition, même si l'affaire globale restait non résolue. Malgré le rideau médiatique qui finit par tomber sur l'affaire, certaines familles se regroupèrent en association, espérant que l'exploitation de la cache de Richard Hall finirait par élucider le destin de leurs proches. Elles voulaient faire pression sur les autorités pour continuer les recherches, persuadées qu'un jour, un élément providentiel ferait tomber les masques. Une marche silencieuse fut organisée dans Buffalo, en mémoire de ceux dont la photo figurait sur le mur de la terreur de Richard. Jenny y assista anonymement, recouverte d'un foulard, ne voulant pas attirer l'attention. Elle se contenta de se tenir en retrait et de se recueillir, ébranlée par les larmes et la tristesse ambiante. Dans ce climat de désolation et de mystère, la question la plus dérangeante restait sans réponse. Quelles furent les circonstances réelles de la mort de Richard Hall? Officiellement, la cause de sa mort était un arrêt cardiaque soudain survenu à son domicile. Aucune trace de lutte n'avait été décelée dans les premières constatations, et le légiste n'avait pas relevé de signes évidents de violence ou d'empoisonnement. Seules quelques ecchymoses éparses, jugées sans gravité, avaient été observées. Ces bleus, selon l'avis général, pouvaient provenir du travail physique. Certains spéculaient, malgré tout, sur la possibilité qu'il ait été forcé à ingérer quelques substances ou qu'il ait succombé à un stress insurmontable. L'enquête ne put cependant démontrer la moindre intervention extérieure. Il y eut aussi la théorie selon laquelle Richard avait été pris de remords et que son propre organisme l'aurait lâché sous la pression. La dimension psychologique, dans le cadre de ces découvertes, restait toutefois difficile à prouver. Au fil des ans, il y eut bien quelques rebondissements, mais jamais de révélations fracassantes venant clore définitivement le dossier. La police du Vermont identifia encore 2 cas de disparition, pouvant avoir un rapport lointain avec la cache de Richard, sans parvenir à incriminer quiconque. Certaines suppositions allèrent jusqu'à imaginer un réseau tentaculaire de criminels œuvrant dans plusieurs États. D'autres affirmaient qu'on amplifiait l'histoire pour faire du sensationnalisme. Jenny, lassée de cette atmosphère empoisonnée, vendit finalement tous ses biens de Buffalo, sauf la maison dont les scellés furent levés au bout de 2 ans quand la police estima avoir recueilli toutes les preuves. Elle choisit de refaire sa vie loin, dans un autre État, dans l'espoir de trouver la paix que cette histoire lui avait volée. Emily, restée à Buffalo, resta en contact avec Jenny. De temps à autre, elles échangeaient sur de nouvelles rumeurs concernant l'affaire Hall. Emily lui rapportait notamment que certains habitants prétendaient avoir vu un homme rôder autour de l'ancienne propriété de Richard. D'autres disaient avoir aperçu un visage inconnu dans la maison, avant que les scellés ne soient posés.
des racontards qui, sans preuve, demeuraient pure spéculation. Toutefois, chacune de ces rumeurs réveillait en Jenny des angoisses enfouies, l'obligeant à se demander à quel point la vérité avait été approchée, ou si elle restait encore complètement dissimulée derrière la toile complexe du passé de son père. Après une longue période de silence médiatique, l'opinion publique classa peu à peu l'affaire sous la rubrique des mystères insolubles. Les familles des disparus continuaient toutefois d'exiger des réponses. Elles eurent la douleur d'apprendre que certaines pièces, jugées non concluantes pour identifier précisément un tueur, ne seraient jamais utilisées lors d'un procès, faute d'inculpés vivants. Les nouvelles technologies, comme l'analyse avancée de l'ADN et la comparaison d'empreintes digitales, s'améliorèrent au fil du temps. Mais la police ne parvint toujours pas à établir un lien irréfutable entre les disparitions et un nom bien précis. Seul un faisceau de présomptions laissait à penser que Richard Hall était au cœur d'une affaire bien plus vaste, pour laquelle il n'avait pas eu le temps ou le courage de fournir une confession complète. Quant à la maison de Buffalo, elle finit par être rachetée des années plus tard par un promoteur qui souhaitait sans doute la rénover ou la raser, pour effacer tout souvenir du drame. Le voisinage, lui, essaya de tourner la page, mais le souvenir du sous-sol funeste persista, raconté de bouche à oreille, faisant peu à peu partie du folklore local. Les nouveaux habitants de la rue ne connaissaient pas tous les détails, mais le mot « affaire Hall » était parfois prononcé, avec ce frisson typique des secrets inavoués. Pour ceux qui l'avaient vécu, cette histoire restait un traumatisme collectif. Aujourd'hui encore, personne n'est en mesure de dire avec certitude quelle part de responsabilité Richard Hall portait dans les enlèvements et meurtres. Était-il une victime d'un réseau clandestin, un complice par faiblesse ou un assassin ayant nourri des regrets tardifs? Les indices retrouvés, malgré leur abondance, dessinaient des scénarios contradictoires. Les enquêteurs eux-mêmes, tous tant qu'ils étaient, n'ont pu conclure qu'à l'implication partielle de Richard dans des faits criminels, sans parvenir à tracer la ligne exacte entre sa culpabilité et l'action potentielle d'autres individus. Les victimes, hélas, sont, pour la plupart, demeurées introuvables, et seules les boîtes contenant leurs souvenirs constituent la preuve qu'elles ont croisé la route de Richard à un moment donné. Ce terrible cas demeure un exemple frappant de la manière dont les secrets de famille peuvent ressurgir brutalement et bouleverser l'existence de ceux qui pensaient mener une vie ordinaire. Jenny Hall, après avoir fait ses adieux à Buffalo, conserve un profond sentiment de deuil et d'incertitude. Elle ne pourra jamais plus regarder la photo d'un être souriant sans se demander quel abîme peut se cacher derrière ce visage paisible. Emily, pour sa part, continue de lui rendre visite de temps en temps, s'efforçant de l'aider à se reconstruire. Le lien d'amitié qui les unit a traversé les tempêtes, et elles restent l'une pour l'autre des piliers, dans cette vie désormais marquée par l'ombre de Richard Hall. Je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, j'ai ressenti autant de compassion pour Jenny et ses souffrances que d'indignation face à l'horreur des découvertes effectuées dans cette maison. J'espère de tout cœur que les enquêtes non résolues aboutiront un jour et qu'une forme de vérité parviendra enfin à émerger pour soulager les familles des disparus. Je suis consciente que, dans le domaine du crime, il est parfois difficile de faire la part des choses entre rumeurs, preuves bancales et réalités factuelles, mais je garde foi en la persévérance de ceux qui cherchent à établir la justice. Merci d'avoir regardé ce récit jusqu'au bout. Je vous suis sincèrement reconnaissante d'être resté avec moi pour traverser chaque étape de cette histoire pleine de rebondissements et d'angoisse. J'espère que vous ressortirez de ce témoignage avec l'envie de questionner l'insondable complexité des relations humaines et de soutenir ceux qui luttent pour faire la lumière sur des disparitions injustes. Pour ma part, je vous propose de découvrir dès maintenant d'autres vidéos qui traitent de dossiers
tout aussi captivants. Je suis certaine qu'elles vous permettront de nourrir votre curiosité sur l'univers du true crime, et j'apprécierais énormément que vous poursuiviez cette aventure à mes côtés. Alors, n'hésitez pas à cliquer, explorer et commenter si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et à très bientôt.